Ben, merci à vous de me donner cette opportunité-là de parler de ma recherche. Comme tu le disais, Nathalie, j'ai terminé en 2021, mais j'ai fait mon terrain en 2019-2020, là, donc effectivement, juste avant que tout éclate et que les entrevues auraient même pas pu être possibles, là, probablement, si j'avais pris du retard là, dans mon terrain. Fait que fort heureusement, j'ai pu mener tout ça à bien avant la pandémie. Mais donc, Si je effectivement, peux me permettre, oui. euh, le sujet, justement, a un lien avec la pandémie, parce que la pandémie a accentué, justement, ce qui va être discuté là-dedans. Donc, c'est vraiment d'actualité pertinent, plus encore. Et je pense que tu dois le voir aussi dans tes nouvelles fonctions, qui n'ont pas tardé après la soutenance. Donc, je te laisse, j'arrête de t'interrompre, mais vraiment, tu vois que je suis enthousiaste avec ce sujet-là. Ça marche. Vous voyez bien mon écran, j'imagine? Oui, ok, super. Donc, comme c'est indiqué, j'ai terminé ma maîtrise en 2021 à l'Université de Montréal et depuis, je suis chargée de projet au Réseau Plein Air Québec. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment à titre personnel là, que j'interviens, mais nécessairement, là, il pourrait y avoir des liens avec mon travail là, et puis les réflexions qu'on a c'est ça, au réseau là, depuis que j'y suis. Puis, je pourrais présenter rapidement aussi qui est. Donc, le plan pour la présentation d'aujourd'hui, donc d'abord, c'est de parler de l'accès formel à la nature pour la pratique d'activités de plein air. C'est quoi un peu l'état des lieux sur le plan des possibilités d'accès, comment est-ce qu'on accède au territoire qui nous le permet au Québec. Puis je parlerai aussi des autorisations de passage qui a été vraiment le cœur de ma recherche. Donc, rapidement, comment ça marche, juste pour s'assurer qu'on est toutes sur la même page. Ensuite, j'ai abordé mon questionnement de recherche, ma méthodologie, les faits saillants des résultats et des analyses, puis en terminant là, des pistes de recherche, des pistes de recherche et des grands questionnements qui perdurent. Puis il y aura de la place là, par la suite pour des échanges pour approfondir toutes ces questions-là. Donc, d'abord, l'accès formel à la nature pour la pratique d'activités de plein air au Québec. Il y a des sites de pratique et des sentiers qui appartiennent à des gestionnaires, donc qui sont rendus accessibles au public grâce à des gestionnaires qui sont aussi propriétaires du territoire. On peut penser par exemple aux propriétaires publics que sont les parcs nationaux, les réserves fauniques, ou encore dans le cas de territoires non organisés, où bon, parfois il y a plus ou moins là, de gestionnaires, mais ça reste que ceux qui permettent l'accès sont aussi propriétaires du territoire là, quand on pense justement aux terres du domaine de l'État. Puis il y a aussi des cas là, où c'est des propriétaires privés qui choisissent de rendre leur territoire accessible et de le gérer eux-mêmes. Là, qu'on pense par exemple quand il y a des parcs municipaux ou quand des pourvoiries choisissent d'offrir aussi des sites de pratique d'activités de plein air. On peut penser aux stations de ski, aux lieux de villégiature. Parfois, des organismes de conservation vont aussi gérer eux-mêmes ce volet-là. Et il y a plusieurs autres exemples. Un autre cas de figure, c'est celui de gestionnaires qui ne sont pas propriétaires de leur site de pratique. Donc, encore une fois, sur le territoire public, ça existe. On pense par exemple aux ex, c'est des organismes qui sont généralement indépendants là, de l'État, qui sont complètement autonomes. Il y a des parcs régionaux aussi et d'autres types d'organismes qui aménagent des sites sur le territoire public avec des autorisations de différents ministères sur les terres du domaine de l'État. Et il y a aussi des organismes qui font un peu le même travail, mais cette fois-ci sur le territoire privé. Donc, on peut penser aux parcs régionaux, par exemple, ou à d'autres types de gestionnaires de sites là, qui vont demander des autorisations à des propriétaires privés là, pour pouvoir aménager des sites. Justement, en voici un exemple, pas très loin de chez nous, au Bas-Saint-Laurent, donc à Saint-André. Pour ceux qui font de l'escalade ou qui sont adeptes de randonnée pédestre, peut-être que vous reconnaissez l'endroit. Donc, c'est l'amphithéâtre, là, ce qu'on appelle souvent les falaises de l'amphithéâtre, là, donc géré par la SEPCA à Saint-André. Donc, ce qu'on voit, c'est la falaise. Donc, l'élément qui est intéressant pour les adeptes de plein air, c'est vraiment ce rocher-là, mais il appartient au propriétaire agricole qui possède les champs là, juste en dessous. Puis c'est grâce à des autorisations de passage que ce lieu-là emblématique, là, entre autres de la région du Kamouraska, est rendu accessible. Euh, donc, j'en ai glissé peut-être un mot, là, mais
les autorisations de passage, ça peut valoir la peine de clarifier ce que c'est. Je ne sais pas si quelqu'un a le goût de se mouiller, puis de donner quelques éléments de réponse sur en quoi ça consiste, en fait, de façon très pratico-pratique, là. Personne? D'accord, je vais y aller alors. Donc, sur le plan de la forme, c'est une entente parfois verbale, idéalement du point de vue du moins des gestionnaires de sentiers ou de sites, c'est des ententes qui sont signées, qui établissent une certaine forme de contrat entre des propriétaires, des gestionnaires. Puis sur le plan du fond, justement, ce contrat-là vise à baliser c'est quoi les usages qui sont permis, quand c'est quoi les responsabilités des gestionnaires. Souvent, par exemple, on va dire, ben, on s'engage à avoir une assurance responsabilité civile qui vous couvre si jamais il arrive quelque chose pour pas que vous subissiez les conséquences, etc. Donc, ça vise vraiment à baliser justement cet accès-là pour protéger les propriétaires, mais aussi obtenir une garantie en quelque sorte comme quoi ils donnent véritablement l'accès, puis avoir comme une preuve, là, comme quoi l'accès a bel et bien été demandé et consenti. Ça vise aussi, par exemple, à dire, bon, ben, c'est exactement là que vous avez le droit de passer, pas là, etc. Puis, c'est ça, à exposer là, les tenants et les aboutissants de cet accès-là. Mais sur le plan, disons, contractuel, c'est pas très, même quand c'est des papiers qui sont signés, c'est pas très solide, disons, ça demeure assez informel finalement comme type d'entente au sens où c'est pas notarié, c'est pas, si le terrain est vendu, il faut signer une nouvelle entente, il faut entamer de nouvelles démarches avec les nouveaux propriétaires. Donc, malgré le fait que ça se veuille une formalisation de l'accès, ça demeure assez informel. Et donc, voilà. Donc, disons que cette façon de faire-là a des avantages et aussi des limites. Donc, parmi les avantages, on peut penser au fait que ben, le territoire privé est généralement le territoire habité. Donc, ça permet de créer des accès publics là où les gens habitent pour que les gens puissent profiter des milieux naturels, faire de l'activité physique à proximité de la maison, ce qui est quand même un gros intérêt. Ça permet de mettre en valeur le territoire aussi là où il est habité, de mettre en valeur son caractère multifonctionnel aussi, comme l'image ici le montre bien, entre la mer, la montagne et le territoire agricole, par exemple. Par contre, c'est ça, c'est des ententes qui sont très fragiles, puis il s'agit de perdre un droit de passage sur un 100 km, par exemple, de sentier pour que l'expérience entière là, de randonnée, par exemple, dans ce cas-ci, soit complètement menacée. Donc, c'est un peu ça, là, les enjeux là, sur le plan très pratico-pratique, encore une fois. Donc, le questionnement, la question que je me suis posée dans le cadre de la recherche que j'ai menée pour ma maîtrise, c'est dans quelle mesure l'accès des randonneurs aux sentiers localisés sur des terrains privés peut-il être compatible avec l'exercice des droits de propriété? Je me suis posé cette question-là, en fait, pour comprendre comment est-ce que deux modes d'appropriation complètement différents du territoire, autant sur le plan symbolique que sur le plan pratique, entre des adeptes de randonnée pédestre et des gestionnaires de sentiers d'un côté et des propriétaires fonciers de l'autre, comment ces deux modes-là peuvent se concilier, comment ils peuvent fonctionner, parce qu'il y en a plein des sites qui sont aménagés grâce à ce genre d'entente-là, puis aussi comment les acteurs interagissent et négocient finalement cette, cette, cette a priori incompatibilité-là, là, disons, ou en tout cas cet équilibre entre ces deux modes d'appropriation-là du territoire. Donc, plus particulièrement, là, je me suis posé la question des facteurs qui peuvent favoriser ou défavoriser la compatibilité entre les deux éléments là, que j'ai nommés, donc l'accès et l'exercice des droits de propriété. Je me suis demandé aussi c'était quoi les stratégies qui étaient mises de l'avant, autant du côté des gestionnaires que des propriétaires, que ce soit pour gagner, maintenir l'accès ou le contrôler, là. Donc voilà. Pourquoi cette question? C'est en fait souvent les recherches, ou en tout cas de mon point de vue, les recherches partent en partie d'un parcours personnel, de questions éminemment ou éminemment personnelles. Et de mon côté, ben, c'est certain que j'avais
un besoin viscéral d'être en contact avec la nature. J'habitais à l'époque, quand j'ai choisi mon sujet, à Montréal. Donc, vous pouvez vous douter là, que l'accès à la nature était moins facile qu'ici au Bas-Saint-Laurent, ou en tout cas moins grandiose, ça c'est certain. Donc, il y a évidemment cet aspect-là qui a pu jouer, mais aussi j'ai eu l'occasion de travailler là, dans un organisme de gestion de santé pédestre et puis les enjeux dont j'ai eu connaissance là, à travers cette expérience professionnelle-là qui a duré seulement un été. Ben, en fait, c'est ça, c'est que j'ai pu être sensibilisée là, à la question des droits de passage puis aux difficultés que ça pouvait poser aux défis aussi là, pour les gestionnaires de sentiers. Finalement, ben, au Québec, on peut avoir aussi une perception comme quoi la propriété foncière est très importante, là. Je pense que c'est quelque chose qui est très valorisé dans notre société, là, d'être propriétaire. Puis il y a parfois la perception comme quoi le droit de propriété est un droit, disons, absolu ou du moins très étendu, même si dans les faits, là, le Code civil limite cette étendue-là là, pour le bien général, l'intérêt général. Donc, il y a comme cette tension-là là, entre la valorisation de la propriété puis dans les faits, là, les limites qu'on lui pose collectivement. Donc, ça m'a permis de questionner cet élément-là. Puis finalement, il y avait peu de connaissances là, sur cette question-là, en particulier au Québec, ce qui donnait encore plus l'envie là, de la creuser. Puis, je vais me permettre de vous lire une citation là, d'un des participants à ma recherche, même si on est dans l'avant-recherche, là, je fais mon récit, mais parce que je trouve que ça illustre vraiment bien le nœud, finalement, entre que j'ai cherché à dénouer à travers ma recherche. Donc, j'y vais comme suit. Il y a des propriétaires tellement accueillants, tu sais, ils vont te guider, ils vont te prendre par la main. Viens voir la petite source, viens voir la plus belle place pour le point de vue. Puis tu as l'autre propriétaire qui va te dire, je veux pas te voir dans ce coin-là, passe sur la ligne de l'eau, je vais te prendre, mais. Donc, vous voyez, on a deux propriétaires ici qui sont relativement favorables à la présence du sentier pour qui c'est relativement compatible avec les usages du terrain et autres, là, j'y viendrai. Mais quand même, tu sais, ça suscite la question, OK, pourquoi? Pourquoi celui-ci, il accepte que le sentier il passe chez lui? Pourquoi est-ce qu'en plus, il veut mettre en valeur les plus beaux coins de son terrain? Puis pourquoi l'autre, ah, là, il y a plus de réticence, puis c'est ça, il accepte avec des conditions. Donc, c'est un peu, c'est ça, ça permet là, de mettre un peu la table, je trouve, là, sur la diversité de points de vue, finalement, que j'ai pu constater. Donc, sur le plan de la méthode, comme je le disais, il y avait peu de recherches là, déjà effectuées sur le sujet. Donc, c'est une recherche qui se voulait plutôt exploratoire. J'ai fait mon enquête de terrain qualitative là, entre 2019 et 2020. Je l'ai faite en deux phases. Donc, la première phase, ça a été des entretiens semi-dirigés avec des gestionnaires de sentiers de plusieurs régions du Québec. Donc, j'en ai rencontré quatre, mais ça m'a permis d'avoir un portrait là, de vraiment d'un grand nombre de régions parce qu'il y en a quelques-uns qui avaient intervenu là, sur plusieurs territoires. Puis ensuite, dans la deuxième phase, j'ai ciblé un cas d'étude qui était les sentiers de Sainte-Brigitte de Laval et j'ai rencontré là, sur le terrain deux gestionnaires de sentiers et 6 propriétaires fonciers. Par la suite, j'ai analysé mes données là, sur une analyse thématique, puis je me suis exercée à créer une typologie là, de stratégie déployée par les acteurs. Donc, avant d'aller plus loin au niveau des résultats, je voulais vous présenter Sainte-Brigitte, pourquoi j'ai choisi ce cas-là, qu'est-ce qu'ils ont en particulier ces sentiers-là que d'autres n'avaient pas. Donc, Sainte-Brigitte de Laval, comme vous pouvez le voir, c'est situé en banlieue de Québec, dans la MRC de la Jacques-Cartier, juste au nord là, de la ville de Québec. C'est une municipalité où il y a un projet de sentier qui est arrivé au début des années 2000, puis où il y a beaucoup de monde qui ont embarqué dans ce projet-là. Donc, c'est un projet qui était initié notamment là, avec Rando Québec, qui s'appelait à l'époque la Fédération québécoise de la marche, qui avait pour objectif là, de créer un sentier national, donc un sentier permettant de faire de la longue randonnée
et de traverser le Québec là, d'ouest en est ou l'inverse en fait. Peut-être vous connaissez aussi, peut-être que vous le connaissez, le Sentier national, là, il existe encore et il passe entre autres là, au Bas-Saint-Laurent, là, pas chez nous, mais bref, plus dans le coin de Rimouski, il me semble, ou en tout cas Tropistal, là, bref, peu importe, il passe dans ce coin-là, il existe encore, il y a encore plein de beaux projets là, en lien avec le Sentier national. Mais si je reviens à Sainte-Brigitte-de-Laval, donc, c'était le développement de sentier à Sainte-Brigitte était inclus au début des années 2000 dans le développement du projet là, pour la région de Québec. Puis, il y a eu assez rapidement là, un engouement pour le projet, une volonté d'aménager ces sentiers-là pour notamment relier d'autres municipalités aux alentours. Et comme je le montrais sur la slide précédente, donc vers 2006-2007, là, déjà le réseau avait une certaine ampleur. Là, ça permettait de relier la ville de Lac-Beauport. Il y avait déjà deux belles boucles là, qu'on pouvait faire. Et voilà. Par contre, vers 2006, à partir de 2006, et à nouveau, à partir des années 2010, il y a eu d'importantes perturbations qui ont mis à mal, qui ont menacé ce sentier-là. Donc, Sainte-Brigitte-de-Laval, à la même époque où le sentier était construit, est devenue une des villes au Canada où la croissance urbaine était la plus importante. Donc, vous pouvez imaginer que une municipalité traditionnellement plutôt agroforestière, de villégiature, d'ampleur plus type village, est devenue rapidement une banlieue finalement de Québec. Et donc, il y a des secteurs qui ont été développés, des secteurs qui ont été construits finalement, là, vraiment en grugeant finalement les terrains là, où le sentier était situé. Quand je parlais là, des deux belles boucles qu'on pouvait faire, ben, c'est justement les deux secteurs qui ont été le plus touchés. Donc, comme vous pouvez voir là, à gauche, les deux secteurs, là, donc, c'est le montagnard puis la montagne à deux têtes. Comme vous pouvez voir à gauche, là, le sentier a finalement pu être relocalisé, mais ça a pris du temps. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, là, le parcours initial se ferait là, sur les maisons. Puis, c'est la même chose aussi là, vers la fin des années 2010. Il y a un autre secteur qui a été développé, donc urbanisé, là, un autre modèle là, de développement, là, un peu plus type chalet, là, mais quand même. Euh, voilà. Donc, finalement, c'est ça ce qui m'a intéressé dans ce cas-là, c'est de dire, OK, il a subi des perturbations, le sentier, l'urbanisation a posé des défis, mais il a survécu quand même. Et je dois mentionner que la contribution, entre autres, d'un certain comité citoyen a joué pour beaucoup, la mobilisation citoyenne a joué pour beaucoup là-dedans, et aussi le fait que la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval décide de s'impliquer dans le dossier, de devenir partenaire du comité pour s'occuper de la gestion du sentier. Donc, finalement, ils ont pris un peu le réseau là, sous leur aile, là, tout ce beau monde-là, pour contribuer à le préserver là, en collaboration, évidemment, toujours avec les propriétaires. Mais c'est vraiment cet élément-là là, qui a fait que j'ai senti qu'il y avait quelque chose à aller chercher là, comme apprentissage là, à travers ce cas-là. Ici, par exemple, vous pouvez le voir, là, l'impact que l'urbanisation a eu sur le paysage de Sainte-Brigitte-de-Laval. Là. Donc, on a une photo, c'est le panneau de signalisation que j'ai pris en photo, mais la photo datait de 2012 là, à gauche. Puis à droite, ça date de 2019. Là, donc, c'est ça, c'est assez différent maintenant. Ici, vous avez aussi dans les deux côtés, là, ici, l'image en haut à gauche, en bas, non, en bas à gauche, en haut à droite. Ça fait partie de l'expérience de marche, là, de voir maintenant, tu sais, d'être à proximité comme ça des quartiers urbanisés. Puis ça, c'est plutôt les abords là, du sentier, là, des deux quartiers résidentiels. Même chose pour la montagne à deux têtes. Donc, on a des bouts de sentiers qui sont relativement préservés, entre guillemets, là, au sens où l'expérience de marche se déroule dans un cadre encore assez naturel. Mais il y a des moments aussi là, où tout à coup, hop, il y a comme une rupture là, dans cette expérience de marche-là
naturel parce que on est, c'est ça, il y a comme une intrusion, si on veut, de l'urbanisation. Là. Un mot là, rapidement sur le contexte foncier. Donc, quand moi, j'ai fait mon terrain là, à partir de 2019. Donc, là, vous voyez la matrice graphique ici. En rose, c'est le tracé du sentier. Donc, vous pouvez voir que le territoire est assez fragmenté sur le plan foncier. Euh, les sentiers traversent donc beaucoup de propriétés, là, plus que 25, je pense. Et il me semble que, oui, c'est ça. Il me semble, si je regarde, oui, c'est ça. Il me semble que c'est à peu près 25 km de sentier. Donc, une moyenne de 1 km par propriétaire, ça peut sembler peu, mais quand il faut avoir une entente avec chacun de ces propriétaires-là, là, c'est quand même beaucoup. Il y a un sentier qui est entièrement sur des terrains municipaux, donc je l'ai pas vraiment, j'en ai pas tenu compte là, dans ma recherche, mais c'est les trois autres sentiers sur les terrains privés là, sur lesquels je me suis concentrée. Sur le plan des usages, c'est surtout récréo-forestier, donc c'est des propriétaires qui ont des petits chalets, qui ont des terres où ils font de la chasse, où ils coupent du bois. C'est principalement ça, là, ce type d'usage-là. Il y en a aussi que c'est comme ils ont un grand terrain, puis leur arrière-cour donne sur là où le sentier est. Mais à la base, c'est un usage, disons, résidentiel dans ce cas-là. Donc, c'est assez varié, mais je vous dirais que les usages forestiers, là, récréo-forestiers dominent. Puis, la particularité aussi, c'est que la plupart des propriétaires que ce soit des individus ou des entreprises, ont un lien, disons, assez fort avec Sainte-Brigitte de Laval de longue date. Là. Donc, ça, c'est peut-être une particularité de ce cas-là aussi. Donc, vous voyez ici l'état de l'offre de sentier là, quand j'ai fait mon terrain. Donc, l'erreur, disons, là, à corriger, c'est qu'ici à gauche, ça ne débouchait plus. Donc, il y avait un problème d'accès ici. Mais les deux principaux secteurs, là, en rouge ici, en bleu là, étaient accessibles. Donc, à l'année, gratuitement. Puis, comme je le mentionnais au début, le projet avait une vocation notamment nationale, pan-québécoise, mais là, avec les différentes perturbations, l'étendue ou le rayonnement du réseau, disons, est devenu plus local, puis c'est devenu des sentiers plutôt de proximité. Donc, passons aux résultats maintenant qu'on a dit tout ça sur le cas et sur la recherche. Quelle est la grande conclusion tirée de la recherche? Ben, en fait, c'est que oui, ça peut être compatible, l'exercice des droits de propriété privés et l'accès du public pour la pratique de la randonnée pédestre, mais ça repose sur un équilibre précaire entre, comme je le mentionnais, deux modes d'appropriation symbolique et pratique du territoire. Donc, comme j'ai questionné à la fois les gestionnaires de sentiers et les propriétaires fonciers, j'ai pu essayer de faire ressortir quel était le principal enjeu pour eux, en plus d'aller vraiment plus granulairement là, comprendre, connaître tous les petits éléments là, qui pouvaient faire pencher la balance le plus vers la compatibilité ou l'incompatibilité de leur point de vue. Mais je vous dirais que l'enjeu fort qui ressort pour chacun des deux groupes d'acteurs, c'est pour les propriétaires d'abord de continuer de profiter de la propriété en dépit et au-delà de la présence du sentier. Donc ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de leur préoccupation. Puis du point de vue des gestionnaires, ce qui est au cœur de leur préoccupation, c'est de pouvoir bâtir la confiance des propriétaires dans un contexte d'asymétrie. Donc, les gestionnaires savent que c'est pas eux qui ont le gros bout du bâton. Ils savent que c'est les gestionnaires, que c'est les propriétaires, pardon, qui ont le plus de pouvoir dans la relation qu'ils établissent. Et donc, la notion de confiance est super importante. Puis, ils vont mettre beaucoup d'efforts là, à essayer de bâtir cette confiance-là et de la maintenir. Donc, comme je le disais au début, dans mes sous-questions, là, je me demandais quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer la compatibilité. Bon, c'est sûr que là, en vous présentant mes grandes conclusions, là, ça donne un indice. Mais donc, si je reviens à la question des facteurs, c'est d'une part
la capacité de maintenir les pratiques ou les usages et les représentations du terrain. Ça, c'est un des facteurs qui est super important. Puis le deuxième, c'est la capacité de se faire mutuellement confiance. Donc, j'ai mentionné plutôt l'enjeu fort pour chacun des deux acteurs, mais en fait, ces deux enjeux-là sont présents pour chacun d'eux. C'est juste, c'est ça, à des degrés là, un peu différents. Donc, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, tout ça, je vais juste mentionner un petit peu là, des sous-thèmes ou des sous-facteurs, là, juste pour c'est ça, pouvoir illustrer un peu plus concrètement ce que ça veut dire. Donc, ce qui influence la capacité de maintenir les pratiques et les représentations du terrain, c'est notamment la question des usages. Donc là, tout ce qui est à gauche, là, ce que j'ai appelé les interstices spatio-temporels pour la randonnée. Donc, si le terrain est petit, qu'il y a une maison à 50 mètres du sentier, peut-être que le propriétaire ne sera pas chaud à l'idée de partager son terrain qu'il occupe à l'année avec des randonneurs, par exemple. Mais si c'est une érablière qui ne va pas souvent, ou si c'est c'est ça. S'il n'est pas là tout le temps, ou pas là tout le temps dans l'espace convoité par les randonneurs, ben déjà, il peut y avoir un peu plus d'ouverture. Donc, c'est ça, la question de l'espace, du partage de l'espace dans le temps est un enjeu important. Donc, c'est pour ça qu'on parle notamment du niveau d'occupation du terrain, de la question de l'urbanisation possible ou non de celui-ci. Est-ce que les espaces disponibles sont intéressants? Il y a des propriétaires pour qui ça va jouer, tu sais. Ah, ben justement, c'est vraiment beau chez nous. Ça me ferait plaisir de le partager, qu'il y a des gens qui puissent en profiter. Puis, donc, il y a aussi la question des leviers là, qui peuvent être mobilisés pour créer ces interstices-là. Puis, je fais référence, entre autres, là, aux outils urbanistiques. Par exemple, si un terrain est en pente trop forte pour que la construction soit possible, parfois, ben, les propriétaires ont la perception que, de toute façon, ils peuvent rien faire avec ça parce qu'il y a un règlement, par exemple, qui interdit la construction. Donc, il peut y avoir une ouverture là, à ce que cette portion-là du terrain soit utilisée là, pour la pratique de la randonnée, par exemple, sachant que, encore une fois, de toute façon, ils ne peuvent rien faire d'autre avec ça. L'autre élément, c'est la question des coûts et des bénéfices associés à la présence du sentier. Donc, est-ce que c'est sur le plan des perceptions, hein, comme de l'expérience. Donc, ça peut être très, très imaginé, comme ça peut être très concret, très vécu. Mais les propriétaires, donc, vont se poser la question, est-ce que je vais y gagner? Est-ce que je vais y perdre? Est-ce que ma tranquillité ou peu importe quelle est la valeur là, qu'ils accordent à leur terrain, est-ce qu'ils vont pouvoir, est-ce qu'ils vont y gagner ou est-ce qu'ils vont y perdre? Euh, Peut-être un petit mot aussi, mais j'y reviendrai là, à la question du conflit externe. Là. Mais c'est juste pour dire que c'est ça, que le fait de pouvoir profiter ou pas de son terrain à la base est aussi une préoccupation, là, peu importe que le sentier soit là ou non, mais c'est ça, j'y reviendrai. Euh, Maintenant, la capacité de se faire mutuellement confiance. Donc, on touche ici autant à ce comme je le mentionnais, à ce qui est vécu qu'à ce qui est représenté du point de vue, si je commence par les propriétaires. Donc, le comportement des usagers va avoir un impact sur leur perception de la compatibilité avec les randonneurs. La question de la responsabilité en cas d'accident, puis la question de la qualité des aménagements. Donc, on a des propriétaires qui sont soucieux que leur terrain soit bien préservé et donc que le sentier ou l'infrastructure soit bien aménagée, soit bien entretenue. Il y a des propriétaires qui sont soucieux aussi que les usagers se comportent bien, qu'ils ne laissent pas de déchets, qu'ils ne fassent pas du bruit, que ci, que ça. Puis la question de la responsabilité aussi, c'est un gros enjeu parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont cette crainte-là que s'il arrive quelque chose, ils puissent en être tenus responsables. Maintenant, ensuite, la qualité du lien relationnel est super importante aussi. C'est pour ça que les gestionnaires et les gestionnaires vont parfois tenir, ou en tout cas essayer de maintenir un lien, là, c'est ça, de se faire connaître du point de vue de se faire connaître par les propriétaires, puis
de maintenir de bonnes relations avec eux. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que l'ancrage territorial, donc le fait que les propriétaires, entre autres, se sentent appartenir au territoire où est situé le réseau de sentiers pouvait aussi être un facteur important. Puis le professionnalisme des gestionnaires aussi peut jouer là, sur la qualité du lien relationnel. En terminant, la capacité de se faire mutuellement confiance, ben, c'est aussi la capacité d'être perçu, de se percevoir comme partie prenante dans la relation. C'est-à-dire que ni d'un côté ni de l'autre, on veut sentir que l'autre a 100% du contrôle de ce qui se passe. Donc, c'est ça, tant du point de vue des gestionnaires que des propriétaires, il y a un sentiment il y a une volonté là, de garder le contrôle finalement sur que ce soit le terrain ou le sentier pédestre. Puis euh, voilà, ça c'est le dernier élément. Je ne vais pas tout mentionner ici, là, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de différentes stratégies qui peuvent être mobilisées ici par les propriétaires. Donc, évidemment, il y a tout ce qui concerne accorder, refuser, retirer l'accès. Quand ça va pas bien, disons, ou en tout cas quand le sentier, quand ça va bien ou quand ça va pas bien, mais quand le sentier existe là, sur un terrain, il y a des propriétaires qui peuvent communiquer une préoccupation, qui peuvent faire part de différentes problématiques, puis essayer de trouver des compromis par rapport à ça. Ils peuvent aussi contribuer à bonifier l'expérience de marche en proposant là, des nouvelles idées là, pour mettre en valeur leur terrain. Puis il y a aussi des propriétaires qui peuvent faire fi du sentier, là, donc être plutôt dans l'évitement, là, ne pas répondre aux sollicitations des gestionnaires, par exemple, ou encore pas communiquer là, la présence du sentier quand il y a un nouveau propriétaire. Donc, comme je le disais, j'ai pu trouver là, certains types de stratégies qui ressortent, qui sont liées à 4 rapports à l'accès distincts de la part des propriétaires. Comme je le disais, leur objectif principal à eux, c'est de continuer de profiter de leur propriété en dépit et au-delà de la présence du sentier. Donc, avant d'être des gens, des personnes, des entreprises qui accordent l'accès à leur terrain, ils veulent d'abord et avant tout assurer leur propre accès à leur terrain pour y faire les activités qu'eux ont décidé qu'ils feraient pour vivre le rapport à la propriété qu'eux ont choisi de vivre aussi. Et donc, c'est dans cet esprit-là que, qu'elle soit explicite ou pas, les propriétaires ont toujours des conditions. L'accès qu'ils accordent est toujours conditionnel c'est ça, à des différentes clauses qui peuvent être dites ou non dites, qui peuvent être renforcées ou pas, autant par les perceptions que par l'expérience vécue. Donc, le premier rapport à l'accès que j'ai pu identifier, c'est des propriétaires qui accordent l'accès jusqu'à ce qu'ils les empêchent de profiter de leur propriété. Ces propriétaires-là peuvent, par exemple, mettre en œuvre des stratégies que je catégorise comme étant plutôt altruistes, donc accorder l'accès, proposer différentes choses pour le bonifier. Des stratégies plutôt indifférentes, donc là, on est chez les propriétaires qui sont plutôt en lévitement, là, bon, ça les dérange pas plus qu'il faut, là, qu'il y a un sentier qui passe chez eux, mais par contre, si le terrain est vendu, ça se pourrait aussi qu'ils ne mentionnent pas à l'acheteur là, qu'il y avait un sentier qui passe ou bien que si tout à coup ils ont d'autres projets pour leur propriété, ben, l'accès soit perdu parce qu'ils ne s'y sentent pas appartenir. La stratégie marquée par l'insatisfaction, mais là, on est chez les propriétaires qui subissent quelque chose pour qui la présence des randonneurs représente une nuisance pour toutes sortes de raisons, ou bien le mode de gestion des gestionnaires est insatisfaisant pour eux. Il peut y avoir des conflits dans ces situations-là. Puis les stratégies pessimistes, là aussi, on est plutôt chez les propriétaires qui perçoivent d'emblée que ça va être nuisible pour eux. La présence du sentier, là, on peut penser par exemple à toutes les craintes entourant la responsabilité civile, là, ça peut être un motif là, qui est invoqué. Ensuite, il y a des propriétaires qui accordent l'accès pour continuer de profiter de leur propriété. Donc ici, on a des propriétaires qui sont conscients
d'une certaine forme de pression sociale là, entourant l'accès au milieu naturel, puis qui se disent, ben, vaut mieux que moi, je décide d'accorder l'accès sous mes conditions plutôt qu'on me l'impose. Donc, c'est pour ça que je les ai qualifiés de pragmatiques. Ensuite, on a aussi des propriétaires qui accordent l'accès seulement s'il leur permet de profiter mieux de leur propriété, stratégie que j'ai qualifiée d'opportuniste. Donc ici, on est chez des propriétaires dont les usages sont parfois reliés au plein air ou au tourisme. Donc, ils sont déjà investis dans ce secteur-là. Ils peuvent avoir des objectifs de rentabilité, puis donc, ils vont accepter ou non le sentier, gérer leur relation avec les gestionnaires aussi à l'aune de cette préoccupation-là. Est-ce que ça peut bonifier ou pas mes propres activités là, marchandes? Donc ça, c'est peut-être des propriétaires avec qui c'est plus touché, là, disons, d'intervenir, ou en tout cas de collaborer. Puis on a aussi des propriétaires qui accordent l'accès tant qu'ils peuvent aussi profiter de leur propriété. Donc, je ne suis pas entrée dans les détails tantôt, mais je vais le faire. Donc, il y a des propriétaires parfois qui se voient, dont les usages sont freinés, là, disons, par les règlements municipaux, par un conflit avec un tiers, puis qui vont se dire, par exemple, là, je peux donner un exemple, là, un propriétaire coupe des arbres, soit une amende de la municipalité parce qu'il s'est fait dire, ben, tu n'avais pas le droit de couper des arbres. Mais lui, en guise de représailles, peut choisir de retirer son accès en se disant, ben, je vais faire comme ça, je vais faire une pression, si on veut, pour la municipalité pour pas avoir mon amende. Mais dans les faits, la municipalité peut pas nécessairement accorder un privilège à quelqu'un. En tout cas, fermer les yeux sur une infraction sous prétexte que le sentier est là. Donc, c'est pas des stratégies qui fonctionnent nécessairement pour le propriétaire, mais ils ont quand même des gros impacts sur les sentiers. Puis la logique derrière cette stratégie-là pour les propriétaires, c'est pourquoi je laisserais à d'autres profiter de ma propriété si moi-même je peux pas en faire ce que je veux. Puis l'exemple des arbres coupés peut paraître un peu niaiseux, là, mais parfois c'est des plus gros projets là, qui sont empêchés, là, où c'est ça, c'est des plus gros enjeux, là, projets de construction ou autre, là, qui est pas autorisé. Puis là, c'est ça, il y a comme un réflexe de fermeture là, à ce moment-là. Euh, je vais aller rapidement là-dessus. Les stratégies mobilisées par les gestionnaires, elles sont nombreuses. Elles aussi, il y a tout ce qui concerne la préparation à la sollicitation des propriétaires, le fait d'essayer de faire signer les ententes. Une fois que c'est fait, on veut entretenir le lien, entretenir le sentier avec soin, être avenant, remercier les propriétaires. Euh, Puis parfois, ben, quand on est dans des situations plutôt conflictuelles, ben, ça peut être possible de trouver des compromis, mais ça peut aussi être le choix de gestionnaire de dire non, on refuse les demandes. On mobilise plutôt les citoyens, les instances publiques là, en faveur de notre cause. Puis quand il le faut, ben, il faut parfois fermer le sentier là, temporairement ou définitivement et le relocaliser si possible. Donc, j'ai pu identifier aussi 4 grands types là, de stratégies mis en œuvre par les gestionnaires, dont l'objectif est de bâtir la confiance des propriétaires, étant donné qu'ils ont peu de contrôle là, sur leur propre réseau pédestre. Mais tout ça, on le verra là, dans la mesure de leurs moyens. Donc, il y a des stratégies, puis plusieurs gestionnaires peuvent mettre en place plusieurs stratégies, dépendamment des contextes puis des situations. Là, c'est important de garder ça en tête, mais disons qu'il y a des stratégies plutôt proactives. Donc, vraiment axées là, sur le professionnalisme, l'idée d'être avenant, l'idée d'anticiper les préoccupations des propriétaires, leurs projets pour leur propriété, de les remercier autant que possible, etc. Il y a des stratégies plutôt adaptatives, donc qui consistent à attendre un peu là, que les préoccupations soient énoncées, puis à faire le minimum d'efforts là, pour en tenir compte, là, puis tenir compte des propriétaires aussi. Il y a des stratégies qui se trouvent à être plutôt négligentes, donc on est comme une coche de moins là, dans le niveau d'effort, là, donc on se contente vraiment du minimum, par exemple, entrer en contact avec les propriétaires pour renouveler les droits de passage. Ouais, ça tourne pas mal autour de ça.
Puis en terminant, la stratégie offensive, ça c'est vraiment quand il y a un conflit, là, on est vraiment, que ce soit en lien avec la gestion du réseau, l'utilisation du terrain, etc. Donc là, on a vraiment une stratégie plutôt de combat, là, quasiment, là, un peu comme je le disais tantôt, là, qui consiste à s'opposer à ce que fait le propriétaire, tout en essayant de garder l'accès, mais en tout cas, d'essayer de reprendre le contrôle là, sur la situation. Donc, évidemment, tous les gestionnaires aimeraient pouvoir ne déployer que des stratégies proactives, là. C'est vraiment l'idéal. Euh, puis je pense que c'est ça qui est le plus valorisé. Ils sont conscients que c'est ce qui marche le mieux, puis ce qui leur permettrait de garder le plus la pérennité, de pérenniser, pardon, le plus leur réseau de sentiers. Mais malheureusement, il y a des gros obstacles qui les empêchent de le faire. Donc, souvent, c'est un manque de ressources. Ça peut être des petits comités bénévoles, là, par exemple, qui tiennent à bout de bras un sentier pédestre. Donc, commencer à avoir un registre, puis faire des sollicitations souvent aux propriétaires, puis les remercier. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement des mesures qui sont faciles à mettre en place. Donc, il y a cet élément-là. Ensuite, il y a la question de l'analyse de la fragilité du réseau. Si on considère qu'un bout de sentier est très fragile, ben, est-ce qu'on va mettre de l'énergie? Puis là, c'est un peu une roue qui tourne, là, tu sais, c'est ça, qui peut malheureusement ne pas aider, mais en même temps, il faut faire des choix, là. Euh, c'est ça, la nécessité d'un lien de confiance aussi, là, à l'inverse, il y a des gestionnaires qui ont perdu confiance en le propriétaire là, pour toutes sortes de raisons, donc c'est difficile à ce moment-là d'être proactif. Donc, il y a plusieurs pistes de recherche qui pourraient ouvrir notre discussion et que j'espère qu'ils vont être comblées par la recherche justement là, au fil des prochaines années. Euh, la première question que j'ai identifiée, c'est l'état des lieux de l'accessibilité au Québec. Je suis pas certaine qu'on ait un portrait clair de quels territoires sont accessibles, par qui, grâce à qui aussi, que ce soit des propriétaires publics, privés. Donc, il y a cet élément-là qui mériterait d'être approfondi. Ensuite, toute la question de l'accès informel. C'est quelque chose que j'ai pas pu approfondir dans le cadre de ma recherche, mais dont on m'a beaucoup parlé. Que, bon, oui, il y a le sentier qui est là, avec les droits de passage, tout ça, mais il y a toutes sortes d'autres mondes qui traversent le territoire sans nécessairement avoir demandé d'autorisation aux propriétaires ou bien en l'ayant demandé, puis donc qu'il soit accordé de façon plutôt informelle. Donc, puis maintenant, en vivant à la campagne, mais c'est sûr que j'ai aussi ce privilège-là, tu sais, de connaître quelqu'un qui laisse accès à son terrain, puis un autre, c'est bon, etc. Puis, c'est ça. Donc, ça pose la question de quelle est la contribution finalement de cet accès-là euh, à l'ensemble des pratiques là, d'accessibilité à la nature. Puis évidemment, là, si on veut plus être en mode solution par rapport aux questions qui sont posées dans le cadre de ma recherche, ben, c'est la question des pistes d'intervention. Tu sais. OK, bon, il y a beaucoup de sentiers aménagés grâce à des droits de passage, c'est fragile. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on a déjà des outils, que ce soit juridiques, urbanistiques, économiques ou autres, qui nous permettraient de pérenniser ces accès-là? Est-ce qu'il faut les créer? Lesquels? Euh, donc, c'est une vaste question. Et donc, un peu dans la même veine, tu sais, la grande question que moi je me pose, c'est comment concilier le respect des droits de propriété privée et la création d'accès à la nature pour tous et toutes, qu'ils soient nombreux, diversifiés et de qualité. J'ajouterais pour la pratique d'une diversité d'activités de plein air. Là. Il n'y a pas juste la randonnée, il y en a plein d'autres, des façons de se lier au territoire. Donc ça, c'est ma grande question parce que je pense qu'il faut respecter les pratiques, les représentations des propriétaires. Il faut en tenir compte. Ces gens-là donnent quand même généreusement accès là, à leur terrain. Puis donc, il faut pouvoir trouver des compromis là, entre les besoins des adeptes de plein air, puis la réalité aussi là, des propriétaires fonciers privés. Puis dans tout ça, l'autre grande question, c'est comment l'État peut-il assurer un leadership plus grand en matière d'accès à la nature? Puis je pense que l'État fait partie de la solution là, si on veut trouver des pistes d'intervention qui soient structurantes. Ben, je pense qu'il y a besoin d'investissements majeurs, puis l'argent
c'est collectif, là, en quelque sorte, là, on le confie à l'État, donc peut-être une piste de solution là aussi, mais c'est comment. Donc voilà, ça fait le tour de ma présentation.